faire une longue introduction un peu ennuyeuse, on va sauter dans le vif du sujet, avec un peu de lecture pour vous. C'est parti. L'importance qu'a pris Internet dans nos vies, enfin Internet et les outils numériques, c'est difficilement incontournable. Et puis à côté de cette première réalité, de l'importance, il y a une autre réalité qui est peut-être un petit peu moins sexy, je vous laisse aussi dire. On est venu vous parler de notre rapport aux objets numériques. On n'est pas là pour vous dire c'est nul, c'est pas bien, faites attention, c'est comme si c'est comme ça. Mais voilà, à la fois constater l'importance que ça a pris dans nos vies et puis certaines conséquences qui peuvent être problématiques. Avant qu'on arrive dans le dur de la présentation, on va me présenter. Je m'appelle Eric Vannuccini, j'enseigne ici à Chavannes. Et puis j'ai aussi 2-3 heures ici et là dans lesquelles je m'occupe notamment de ça. Et je suis donc Thierry Beauvais, j'enseigne aussi, mais pas dans ce collège. Et puis je travaille également au service École Média. On réfléchit au numérique, comment est-ce qu'on apporte le numérique à l'école. Alors, bonne nouvelle, on a du Wi-Fi dans la classe, dans le Lola. L'idée, c'est même si vous avez tous de la 3G, de la 4G, voire de la 5G, l'idée, c'est de se connecter à ce réseau-là pour faire un exercice. On va vous demander donc de flasher le QR code qui se trouve ici avec la fonction appareil photo. Si ça ne marche pas, vous avez toujours l'occasion de remplir, de taper l'adresse qui se trouve en haut, en respectant donc les majuscules. Anaïs, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en train de rentrer, en identifiant, rentrer un mot de passe, alors que derrière vous, il y a quelqu'un de la bibliothèque, peu importe, qui est en train, potentiellement, de regarder par-dessus votre épaule pour prendre votre mot de passe, pour subtiliser votre mot de passe. Donc imaginez-vous, ça peut être quelqu'un d'autre, hein, imaginez-vous, vous êtes dans le bus. Vous êtes dans le bus, on regarde par-dessus votre épaule pour prendre votre mot de passe. Ça, c'est la première chose à laquelle il faut faire attention. Ok, continuez. On va parler donc de cette route sinueuse, point d'exclamation. Route sinueuse vers l'Internet, avec différents points. Et on va tout de suite commencer par les mots de passe. On va parler donc des données cryptées. On va essayer de vulgariser un peu ce sujet qui est assez compliqué finalement. Ici, on a un petit dictionnaire. Un dictionnaire, c'est quoi? Quand vous utilisez un dictionnaire papier ou sur Internet, c'est évidemment pour rechercher des mots. Okay, des mots en français, des mots dans les langues étrangères. John the Ripper, il va utiliser ce qu'on appelle un dictionnaire. Hein, même s'il fait de la muscu, il utilise des dictionnaires, c'est bien. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va en fait puiser un certain nombre de mots, et il va faire, dans ce dictionnaire, il va faire des associations de mots, de lettres aussi, et de chiffres, pardon. Et en fait, il va essayer de faire des associations comme ça, des combinaisons, jusqu'à trouver la bonne combinaison qui est votre mot de passe. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça peut durer 1 seconde, ça peut durer 1 minute, 1 heure, 1 journée, voire 1 semaine. Donc, je vais passer la parole à notre grand hacker du jour, qui nous vient tout droit de New York City. Voilà, vous ne voyez peut-être pas, mais sur l'écran qui est juste à côté, j'ai la liste des identifiants que vous avez saisis, donc avec la colonne identifiants ici et les clés ou les mots de passe. Et concrètement, ce que je vais faire, on a l'identifiant donc Yes. Où est Yes? Par curiosité. Yes restez dans l'unité, ça va très bien. Ce que je vais faire, je vais ajouter un utilisateur dans la machine. Donc ici, vous voyez, je suis en ligne de commande, c'est-à-dire que je ne suis pas dans un programme, je suis vraiment au cœur de la machine. Et puis, quand je fais ça, par défaut, la machine, on voit ici le mot de passe, c'est Queen. La machine va rajouter l'utilisateur et puis créer un mot de passe qui sera crypté. Maintenant, si je vais dans le fichier, un des fichiers centraux, alors ça vous parlera peut-être pas beaucoup, il y a beaucoup de chiffres et de lettres. Vous voyez, ça c'est en vert, on voit les différents mots de passe que j'ai réussi à saisir pendant que Thierry parlait, Boss, Diego, Sarah, Swag, etc. Et on retrouve notre ami Yes, qui devrait être là. Non, alors je vais vite refaire. Ah, vous voulez le en bas? Ah oui, pardon, je suis là. En plus, j'ai curseur dessus. Vous vous rappelez tout à l'heure que le mot de passe c'était Queen, ok? Et on voit qu'ici, à partir des 2 points et jusqu'aux 2 points qui se trouvent là, le mot de passe Queen a été transformé en une suite de chiffres, de lettres, de symboles. Donc là, le mot de passe est décrypté.
L'idée est la suivante, pendant que Thierry va continuer à parler, je vais rentrer encore quelques mots de passe. Et ensuite, on va lancer une procédure de hack sur tous ces mots de passe que j'aurais pu saisir. On va laisser tourner pendant 1 heure à peu près, et on va voir au terme de cette heure, sur les mots de passe que j'ai rentrés, combien j'aurais réussi à hacker. Alors, on va se concentrer à nouveau sur l'écran central, on va parler d'identité, l'identité numérique. C'est quoi l'identité numérique? Levez la main. Les traces qu'on laisse sur Internet. C'est un petit peu ça, ça fait partie de ça également. On va voir ça ensemble. Donc en fait, l'identité numérique, on va regarder un peu vraiment, de manière générale, qu'est-ce que c'est l'identité, puis on va venir aussi à l'identité numérique. Alors dans un premier temps, j'aimerais vous dire une chose, que je suis une star des claquettes en fait. Vous connaissez Fred Astaire, c'était pas vos années forcément, mais non plus, mais les claquettes, c'est ce que c'est les claquettes quand on fait ok. Donc je suis une star des claquettes, en anglais c'est tap dancing, donc c'est quelque chose voilà, depuis toujours je fais ça, je fais régulièrement des shows, voilà, j'en ai un ce week-end, j'en ai un la semaine prochaine. Qui est-ce qui me croit? Levez la main. Merci beaucoup pour votre confiance, merci. Ok, donc finalement, je vais le dire partout, je vais le dire, donc c'est des choses que je vais dire de moi sur les réseaux sociaux, mais c'est finalement aussi ce que les autres vont dire de moi. Parce que quand vous allez sortir ici, de cette conférence, vous allez dire « Ah, mais le gars avec le pull rayé, il a dit que c'était une star des claquettes. » Donc c'est ce que vous allez dire sur moi qui va peut-être devenir une réalité, ou alors une légende. En tout cas, ça va faire parler les gens, ok? Donc c'est important ce qu'on est en train de dire. Je parle de claquettes, mais je pourrais parler de... Je suis une star du rap, ou du rock'n'roll, ou autre chose. Que je suis une star du BMX, par exemple. On va revenir à ça. L'identité, c'est aussi, vous le savez, d'un point de vue juridique, c'est qui vous êtes, où vous êtes né, les papiers officiels, administratifs qui vous concernent. Et puis, pour revenir encore à l'identité numérique, finalement, le fait que je dise que je suis une star des claquettes, eh ben, je vais le dire sur les réseaux sociaux. Je vais poster des vidéos, je vais poster des photos, je vais faire des commentaires là-dessus, sur tous les réseaux sociaux que je veux. Donc quelque part, ceci va contribuer à faire de ma e-réputation, qui est ma réputation sur Internet. Vous me croyez toujours ou pas que je suis une star des claquettes? Généralement, on me demande de faire une démonstration. Là, j'ai les pieds un petit peu fatigués, je ne vais pas le faire aujourd'hui. Mais est-ce que vous me croyez quand même? Non. Ok. Bon, c'est bizarre. Peut-être que si je commence à écrire ça partout dans les réseaux sociaux, vous allez voir que j'ai un profil qui est orienté claquettes. On verra tout ça. La grande question, c'est est-ce que ça vous est déjà arrivé de chercher votre nom sur Internet, donc de vous googler, comme on dit dans le langage? C'est vrai? Je pense que c'est important de vérifier qu'est-ce qui se dit sur vous, sur nous, que ce soit positif ou que ce soit négatif. Ok? C'est important de le faire, c'est assez sain, ça veut pas dire qu'on a quelque chose à se reprocher, ça veut juste dire qu'on le fait régulièrement, et que si on voit quelque chose qui ne nous plaît pas, qui ne va pas, ben on peut intervenir. Donc c'est toujours mieux de savoir que de ne pas savoir. Eric, il faut que tu laisses ton ordinateur, je t'ai déjà dit, t'es beaucoup trop dans les écrans. Voilà, juste avant qu'on continue, donc je vous montre... j'ai fait une bêtise, c'est pas grave. Toute petite seconde, j'aurais pas dû parler en faisant ce que j'étais en train de faire. Voilà, j'y arrive. Alors, voilà, en fait, vous le voyez ici, je pense que j'ai résolu la petite erreur que j'ai faite. Vous voyez que j'ai un fichier qui s'appelle le fichier mot de passe, dans lequel j'ai copié tous les mots de passe qui ont été cryptés. Donc, voilà, on a Marie, XFR, Swag, etc. Et on les a, ils sont tous là. Ce que je vais faire maintenant, je vais lancer ma procédure de hack via ce mot de passe. Et puis l'idée, comme je disais tout à l'heure, c'est que ça va nous permettre de voir quels sont les mots de passe qui sont fiables. Il est où, ou elle est où, XFLR 6.
Allez, quoi, soyez chouettes. Je vais pas vous lâcher ou lyncher sur la place publique, ou alors Saras. Saras, c'est vous Saras? Alors j'ai le plaisir de vous annoncer que vous avez gagné le concours du mot de passe le plus pourri de la journée, avec XFLR. Voilà, en gros vous avez vu que j'ai rentré 16 mots de passe, et on va revenir tout à l'heure, et il a fallu absolument, littéralement quelques secondes, pour hacker XFLR, Saras, Lee, je reviendrai tout à l'heure là-dessus, aussi Lina, Ophélia, Marie, Yas, Kavika. J'y reviens dans quelques secondes. Mais littéralement, c'était fait en quelques secondes. On va laisser tourner, puis voir comment est-ce que ça se passe. Je ne sais pas si vous le connaissez, ce monsieur, Ryan Nezar. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Oui, c'est tous des tweets qui ont été publiés 2013, 2012. Et en fait, ce monsieur, il y a quelques années, est devenu très célèbre parce qu'il a été nommé à la tête de la République En Marche d'Emmanuel Macron comme porte-parole. Donc c'est celui qui avait parlé au nom de la République, ok, au nom du président. Il a été nommé à son poste, sauf que très rapidement, des gens ont dit quoi? C'est ce monsieur qui est le porte-parole de la France et ce monsieur qui se comporte comme ça sur les réseaux sociaux. En attendant, lui, ce qu'il a fait, il a effacé tous les contenus qui étaient discutables, problématiques, sauf que, comme vous le savez peut-être, une fois que les informations sont sur Internet, même si vous les effacez, elles y restent. Il suffit de bien savoir chercher. 3 jours après, pour la petite histoire, il a dû démissionner. Pour des tweets qu'il avait postés 6-7 ans après. Ah, 6-7 ans avant, pardon. Donc voilà, ça peut arriver à lui, mais ça peut aussi vous arriver un jour. À vous, vous postiez des trucs, vous pourriez regretter par la suite, et comment est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Alors on va parler du droit à l'oubli, mais avant j'ai envie de parler des éléphants. Les éléphants, moi ça me fait penser, quand j'étais petit, j'allais voir le Cirque-Nid, voilà, et mes parents me disaient toujours, les éléphants, ils ont une mémoire à très long terme, ils se rappellent de tout. Ils se rappellent de tout ce qu'on leur fait, ils se rappellent de tout, ils ont une mémoire, quoi. Incroyable. D'ailleurs, on dit souvent la mémoire d'éléphant. Alors Internet, c'est finalement la même chose. Hein. Internet, c'est comme un grand éléphant qui se rappelle de tout, ou en tout cas qu'oublie jamais. Et la grande question, c'est est-ce qu'on peut effacer? Est-ce qu'on peut tout effacer? Vous savez déjà certainement que c'est très compliqué. Donc on va parler aujourd'hui du droit à l'oubli. Et on passe directement à cette image que j'aime beaucoup, qui est finalement l'idée d'un tsunami, un raz-de-marée. Quand une image, quand un post, quand une vidéo part sur Internet, via les réseaux sociaux, eh bien c'est très difficile d'enrayer, de stopper ce phénomène, vous le savez. Donc quand quelque chose part, on peut quelque part plus rien faire, après il faut un peu constater les dégâts. Et puis, il y a quand même 2-3 solutions qui existent, qui sont assez coûteuses, qui coûtent de l'argent. Je pense notamment à des entreprises qui peuvent essayer de supprimer du contenu, ou alors en tout cas rajouter du contenu positif sur la personne, de façon à ce que, par exemple, quand vous faites une recherche Google, en fonction d'une personne ou d'un événement, etc., lié à une personne, eh bien, cette entreprise va faire en sorte que les résultats qu'on voyait avant dans les premières pages, ces résultats-là seront relégués dans les pages 10, 20, 30, 40 des moteurs de recherche. Ça, c'est possible. Voilà. Mais c'est forcément des solutions qui coûtent. Il y a des entreprises qui sont donc spécialisées dans ce domaine. Qui c'est qui a encore sa grand-mère ici? Levez la main. Ouais. Qu'est-ce que ça représente, la grand-mère, pour vous? La nourriture. Quoi d'autre? La sagesse, oui. Quoi d'autre? L'expérience. La sagesse, l'expérience. Vous avez raison. Finalement, c'est ça. Et la bonne nourriture. Et la bonne nourriture. Donc la solution, la stratégie de la grand-mère, c'est la suivante. Écoutez bien. À chaque fois que vous avez une hésitation, à chaque fois que vous n'êtes pas sûr, vous vous dites, mais tiens, est-ce que je devrais mettre ce post sur Internet, sur les réseaux sociaux? Est-ce que je devrais poster cette image? Est-ce que je devrais poster cette vidéo? Mais dites-vous, si ma grand-mère voyait ça, qu'est-ce qu'elle dirait? Est-ce qu'elle serait contente? Est-ce qu'elle serait fâchée? Est-ce qu'elle serait choquée? Eh bien, si la réponse c'est elle serait choquée, elle serait fâchée, c'est certainement qu'il ne faut pas poster ce contenu-là. La solution, la stratégie de la grand-mère. Rappelez-vous de ça. Ouais, en même temps, je pourrais dire, Thierry, t'exagères. Hein. Si je suis tes conseils, je ne vais jamais rien poster sur le web.
Puis en même temps, ce dont Barak parlait tout à l'heure, il parlait de Facebook, il parlait des États-Unis, c'est aussi valable pour la Suisse. J'ai ma cousine, elle travaille dans une de ces grandes boîtes internationales, elle travaille pour les ressources humaines, s'occupe d'engager des gens, et elle me dit que très souvent, enfin quasiment toujours, ils regardent sur les réseaux sociaux, sur Google, ce qu'ils trouvent sur la personne, et régulièrement ils disent votre dossier est intéressant, mais on a trouvé des trucs qui nous déplaisent, ça ne colle pas avec notre compagnie. Donc désolé. Donc voilà, c'est aussi quelque chose qui est très, très présent aujourd'hui. Petit tour ici sur le hack. Vous voyez à tout moment, chaque fois que je touche une touche de mon clavier, ça montre où il en est. Donc chaque fois, il va essayer de prendre des mots du dictionnaire. I don't know ig, c'est pas très anglais, mais voilà, cruising. Il va prendre des mots du dictionnaire pour essayer, avec différentes combinaisons, on va faire énormément de combinaisons à la minute pour tout tester. On y reviendra dans un instant. Partie suivante. J'aimerais vous demander une petite expérience de pensée. J'aimerais vraiment que vous réfléchissiez à celui ou à celle qui vous connaît le mieux dans ce monde, à part vous-même. Vous la visualisez ou vous le visualisez? Celui ou celle qui vous connaît le mieux dans ce monde. Qui parmi vous pense à ses parents? Ok. Qui pense à son frère ou à sa sœur? Qui pense à un copain, une copine? Qui pense à son hamster? Vous me raconterez un petit peu votre relation particulière que vous entretenez avec votre hamster. Ça m'intéresse. Voilà, je pense que vous avez tous tort. Vous avez littéralement tous tort. Et c'est un peu ce que je vais essayer de vous démontrer dans cette partie. J'aimerais tout d'abord vous parler de Jenny. Jenny, elle n'a pas cette tête, mais elle existe vraiment. Elle habite sur la côte est des États-Unis. Et un jour, elle s'est posé la question suivante. Vous savez ce truc que j'ai dans ma poche, que j'ai dans mon sac, qui est avec moi très souvent, presque tout le temps. Elle s'est demandé ce truc, combien de fois par jour, par semaine, son téléphone prenait sa position GPS pour la donner à l'autre. Typiquement, vous savez que si vous allez sur Météo Suisse, puis vous allez savoir quand vous allez vous habiller pour aujourd'hui, on va directement vous donner la météo de Genève. Parce qu'on a pris votre position GPS, c'est pratique, et puis on vous donne direct la météo pour Genève. Donc voilà. Elle s'est posé cette question. Et puis pour ce faire, elle allait dans une grande université de l'Est américain, et ils ont monitoré son téléphone pendant une semaine. À votre avis, sur une semaine, combien de fois son téléphone a pris sa position pour la donner à quelqu'un d'autre? 40 600 un peu beaucoup, mais pourquoi pas. D'autres... Vous n'êtes pas loin, 2682. 3545 fois. On fait des maths de base, 7 jours par semaine, ça fait 500 fois par jour. On imagine qu'elle dort 8 heures. Ça veut dire que grosso modo, toutes les 3 à 4 minutes, son téléphone dit « Hey, Jenny, t'es où ?» Et puis, son téléphone donne sa position quasiment au mètre près à d'autres personnes, à d'autres entités. Est-ce que pour la personne à laquelle vous avez pensé, père, mère, frère, sœur, copain, est-ce qu'ils savent où vous trouvez toutes les 3-4 minutes? J'espère pas, ce serait inquiétant. Alors, à ce stade-là, par rapport à ça, on pourrait se dire deux choses. Déjà, ces Américains, ils s'en foutent de technologie, ils s'en foutent de sécurité, voilà. On sait qu'en Suisse, en Europe, les données sont à peu près les mêmes. Il y a des variations en fonction des applications utilisées, de différentes choses. Mais on est dans ce stade-là. Après, toutes les 3-4 minutes, votre téléphone prend votre position, que vous utilisez votre téléphone ou pas, pour la transmettre à des tiers. Le deuxième truc qu'on pourrait se dire, c'est finalement, moi j'ai rien à cacher, je m'en fiche, je suis pas un gangster, c'est égal. On va voir que c'est pas tout à fait aussi simple que ça. Ils arrivent par exemple à prendre à quadriller une partie d'une ville, comme ici à Chicago. Ils arrivent à savoir dans cette ville qui utilise quel réseau social. Alors la pub est un peu vieille, hein, m'excusez, c'est pas les derniers logos d'Instagram par exemple, et voilà. Mais ils arrivent à savoir dans cette ville qui utilise quel réseau social à quel moment et qui publie quoi quasiment en direct. Alors ici, eux, ils sont en train de faire la pub auprès des gouvernements pour dire, regardez, nous, on arrive à savoir qu'il y a un gangster, il est là, en fait, il se trouve exactement ici, et puis il est en train de publier des vidéos de lui avec son arme, un peu comme si, c'est un peu ridicule, comme s'il allait publier ça sur Instagram. Mais c'est quelque chose qu'ils arrivent véritablement à faire. On peut aujourd'hui, en temps réel, savoir où vous vous trouvez et qu'est-ce que vous publiez vraiment en direct, sur quel réseau social.
Puis ben voilà, même si vous n'êtes pas gangster, ça peut être problématique. Ça avait notamment fait un grand débat quand c'était utilisé pour les manifestations Black Lives Matter aux États-Unis, où voilà, on répertoriait qui disait quoi. Ça peut être assez effrayant parce qu'on peut savoir en temps réel où vous vous trouvez et ce que vous dites en ligne. Exactement. Qui dans la salle a une montre connectée? Ou un bracelet qui mesure votre activité? Ok? Ah, pas grand monde. Qui aimerait en avoir une? Pas grand monde. Ok. En tout cas, on va prendre les choses différemment. Qui regarde régulièrement, de temps en temps, dans son application santé de son téléphone, les pas que vous avez fait par jour, etc. Qui regarde ça de temps en temps? Ouais, il y a quand même des gens. Ok. Moi, je trouve que c'est génial. C'est génial parce que ça vous donne un indicateur de votre activité physique, sportive, de votre état aussi. Ça peut dire plusieurs choses de vous. C'est pas si mal. Et puis, on n'a rien à faire, c'est automatique. On regarde à la fin de la journée, ah, bon, on a fait une marche de 10 kills, c'était chouette, ça me fait du bien, etc. Et c'est génial. Il n'y a absolument rien de mal. Quand vous êtes malade à l'école, pendant plusieurs jours, généralement, vous apportez un certificat médical à votre maître de classe, maîtresse de classe, et puis vous, sur le certificat médical, c'est pas marqué ce que vous avez eu, c'est pas marqué si vous avez une grippe, une gastro-entérite ou une angine à streptocoque. Ben non, parce que c'est complètement confidentiel. Votre santé, c'est vos données médicales, c'est privé, c'est confidentiel. Il y a votre médecin qui est au courant de ça, vos parents, et c'est tout, point barre. Et alors on est en train de donner, alors vous allez me dire c'est pas grand chose, c'est vous donnez votre rythme cardiaque, votre pouls, hein, la vitesse de votre pouls. Vous donnez ça à des grandes boîtes, je dis vous, c'est moi, c'est tout le monde. On donne ça à des grandes entreprises comme Apple, etc. Et puis, bah, on peut aussi, si on souhaite, marquer son poids, sa taille, on peut marquer son problèmes de santé, enfin voilà, on nous encourage à marquer des données personnelles, médicales, nous concernant. Encore une fois, il n'y a absolument rien de mal. Mais vous voyez bien vers quoi on peut arriver. Eric racontait tout à l'heure la géolocalisation. Vous imaginez que vous travaillez, alors c'est pas encore votre cas, vous ne travaillez pas dans une entreprise, vous n'êtes pas dans le monde du travail encore, mais dans quelques années, vous y serez, et puis vous imaginez que vous serez dans un immeuble à Genève, et puis dans une banque, par exemple. Allez, dans une banque ou dans autre chose. Et puis dans cette banque, on remarque en fait votre téléphone envoie les signaux de géolocalisation parce que vous partez toutes les heures, vous partez de votre bureau et vous descendez. Vous allez dehors, toutes les heures, matin, après-midi. Et puis, en fait, donc, ça donne, on voit en fait que vous circulez dans le bâtiment, puis que vous êtes toujours au même endroit, là où il y a un cendrier. Donc, on peut déduire que vous êtes fumeur, fumeuse, ok? Donc, c'est pas grave, vous avez le droit de fumer. Mais avec vos données de géolocalisation, on peut déduire, c'est-à-dire interpréter un certain nombre de choses. Donc, vos habitudes de mouvement, de déplacement, renseignent, donnent les données, et puis à partir des données, on peut donc conclure des choses. Et donc, vous me voyez venir, si on conclut que vous êtes fumeur, une assurance maladie peut dire, ben voilà, cette personne elle est fumeur, donc on va augmenter ses prix maladie par mois parce que c'est un malus, c'est pas bien de fumer. Okay, donc elle doit payer plus par rapport à ceux qui sont en bonne santé et qui ne fument pas. On n'est pas encore là, mais peut-être que demain on est là-dedans. Okay, donc attention aux dérives, soyons conscients de qu'est-ce qu'on donne et qu'on ne donne pas. Vous allez me dire, ça ne me concerne pas, c'est moi qui paye l'assurance maladie. Mais c'est déjà le cas ici, vous voyez, avec une assurance qui s'appelle les ANA, peu importe, il y en a plein d'autres en Suisse, qui font ce système de points où on vous récompense pour vos bons comportements. Vous avez bien couru aujourd'hui, bravo. Donc, ça vous donne des points. Donc, on est un peu dans ce glissement-là où on donne beaucoup de données concernant notre santé qui ne sont pas si anodines que ça. Les cookies, on arrive bientôt vers 11h, hein. Vous avez faim, je sais. Les cookies, c'est quoi finalement? Qui c'est qui peut expliquer rapidement? Qu'est-ce que c'est en une phrase? Oui? C'est une trace qui est laissée qui permet qu'à une page web ou très bien. Savoir qu'est-ce que l'utilisateur a fait. C'est ça. C'est une trace. Ok. Ce sont des témoins de connexion. Vous êtes allé sur un site. Alors maintenant, de plus en plus, grâce aux nouvelles réglementations en vigueur, notamment dans l'espace européen, ici, Eric est allé sur un site internet du courrier international, un site français, et on vous dit, dans un premier temps, paramétrer les cookies ou tout accepter. On vous dit rarement oui ou non, c'est paramétrer ou accepter. Alors ici, vous pouvez donc
paramétrer un certain nombre de choses concernant voilà, les analyses de votre navigation, combien de temps vous passez sur tel et tel article, parce que en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que si vous acceptez tout, ça ne veut pas dire que vous tenez toute votre identité numérique au site en question, ça veut dire que vous acceptez que vous soyez pisté, alors à des fins publicitaires certes, mais que vous soyez pisté, c'est-à-dire qu'on sait combien de temps vous avez passé sur tel et tel article. On connaît aussi un peu la grandeur de votre écran. On connaît votre navigateur, le nom de votre machine, si votre système d'exploitation il est à jour ou pas à jour, etc., etc. Et ça peut poser des problèmes. Vous allez me dire, ouais, oui et non. Mais regardez là, il y a un petit avion qui est dessiné. Vos parents, vous et vos parents ensemble, vous commandez des billets d'avion pour votre prochaine destination de vacances, Barcelone, Madrid ou ailleurs. Et puis vous remarquez que des fois, suivant où est-ce que vous vous trouvez quand vous faites une recherche pour les billets d'avion, le prix peut varier. Et ça existe. Okay, il peut varier parce que vous allez voir plusieurs fois le site internet, donc quand vous avez trop de fois à le voir, eh bien, il reconnaît que c'est vous qui allez chaque fois, donc les prix peuvent varier, peuvent être plus chers ou quoi. Et puis surtout, lorsque vous avez accès à ce genre de site internet pour réserver des billets d'avion et que vous êtes sur un navigateur, sur une machine, pardon, qui est une vieille machine, eh bien le site peut le savoir. Si vous avez un grand écran, comme je disais avant, de 24 pouces, eh bien le site peut le savoir. Et on peut déduire des choses à partir de ça. Okay, donc c'est aussi des empreintes de votre navigateur, de votre ordinateur. Et donc on peut déduire que vous êtes peut-être d'une classe socio-économique X ou Y. Et donc le prix du billet, et ça existe, le prix du billet peut varier. Il peut varier de quelques centimes, de quelques francs. Il ne va pas varier d'une dizaine de francs. Eric vous montre ici la possibilité d'être en navigation privée. Alors pourquoi se mettre en navigation privée dans un navigateur? Vous êtes par exemple dans une situation, vous utilisez un navigateur public, par exemple vous êtes à la bibliothèque au CEDOC ici, à l'école, vous devez aller checker quelque chose sur votre boîte mail ou ailleurs, qui nécessite donc une connexion avec vos identifiants, votre mot de passe. La personne qui vient derrière vous, après, qui vient utiliser l'ordinateur, la même session, il y a des chances que si elle va sur le même service que vous, donc adresse mail, boîte mail ou réseaux sociaux, elle peut retomber sur votre identifiant qui a été enregistré dans la machine ou dans le navigateur, bien que vous soyez délogué, vous avez quitté votre session. Oui, des fois, il y a des identifiants qui s'enregistrent automatiquement. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Si c'est un ordinateur public, essayez d'utiliser plutôt une navigation privée. Donc ici, voilà, aller dans les fichiers, dans les onglets paramètres, et puis nouvelle fenêtre, ici c'est en anglais, de navigation privée. Pourquoi? Parce que de cette façon-là, la machine, en tout cas le navigateur, ne va pas enregistrer automatiquement vos mots de passe. Vous aurez donc ces traces qui ne seront pas prises. Et ça limite aussi énormément les cookies qui sont retenus. Exactement. Ça ne veut pas dire que vous êtes incognito sur Internet, bien sûr que non. Le fournisseur d'accès à Internet sera toujours là où vous allez, quelle page vous visitez. Paramétrer les cookies, on en a parlé avant, c'est important parce que c'est aussi une manière de dire non en fait à la publicité. C'est l'équivalent quelque part, je pense que c'est l'image qui est parlante pour vous, de l'autocollant sur la boîte aux lettres en bas de votre immeuble ou de votre maison, c'est marqué « pas de publicité s'il vous plaît ». C'est un peu l'équivalent de ça finalement, de refuser les cookies. Et puis, il y a quelques solutions. Alors on parlait des éléphants tout à l'heure, là on parle du petit fantôme bleu. Vous voyez là, Eric vous montre également. Alors ça c'est à la fois sur les smartphones et à la fois sur l'ordinateur. Toujours dans le navigateur, vous avez la possibilité, vous savez, d'installer des petits modules complémentaires. Ça, c'en est un parmi tant d'autres. Eric vous montre ici, c'est en fait, pour faire court, un bloqueur de publicité, une mouchard, et puis qui va vous permettre non seulement de bloquer en fait des pubs, mais également qui va vous annoncer si ce site que vous visitez est un site à qui on peut faire confiance. Et puis, on parle toujours, vous voyez comme Google est rentré dans notre vocabulaire. Quand on dit chercher sur Internet, on dit googler. J'ai googlé ce mot-là, j'ai googlé cette personne, je me suis googlé. Mais finalement, il n'y a pas que McDo et Burger King et KFC. Il y a aussi des hamburgers locaux qui favorisent des produits locaux et qui favorisent des circuits courts. Et bien dans Internet, c'est la même chose. C'est la même chose. Et là, vous avez le moteur de recherche DuckDuckGo, qui est finalement un moteur de recherche
qui va respecter votre vie privée, dans le sens que vous n'allez pas être pisté, on ne va pas enregistrer vos recherches pour les analyser ensuite, pour faire un profil de vous. Ça veut de nouveau pas dire que vous êtes incognito sur Internet, ça veut juste dire qu'on respecte votre vie privée, il y a plus de confidentialité. Voilà. Donc ça vaut la peine aussi des fois, de temps en temps, de consommer différemment de ce qu'on se consomme d'habitude, que sont les grands GAFAM, Google, Amazon, Facebook, etc. On est aussi ici pour parler, avant tout, de cyberharcèlement. Alors, qu'est-ce que c'est le cyberharcèlement? Oui? Pardon? C'est le harcèlement habituel, oui, mais forcément, virtuel. Oui, mais c'est le harcèlement qu'on connaît, mais sur le virtuel, donc sur les réseaux sociaux, sur Internet. Je vous laisse lire. Donc la grande différence par rapport à avant Internet, c'était que le harcèlement, il finissait en dehors de la cour d'école, plus ou moins, et puis maintenant vous avez compris que c'est bien on répond aux questions tout à l'heure, c'est bien H24. Donc ça veut dire c'est bien non-stop, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il s'agit en fait d'un questionnaire qui va avoir 4 questions à choix multiples, oui, non, etc. Et puis ça va ressembler à peu près à ça. Et l'idée, c'est donc d'accéder à cette page via QR code qui est là. Donc soyez rassurés, c'est complètement anonyme. Voilà, alors, je vous propose de ranger vos téléphones portables, tout le monde maintenant, on met les smartphones dans la veste, dans le sac. Merci de jouer le jeu. Voilà, merci beaucoup d'avoir pris le temps en fait, de répondre à ce questionnaire. Donc on a 2 personnes qui vont dépouiller, qui sont derrière le rideau, et puis on regardera les résultats dans un petit moment. On va parler donc de ce fameux trio qu'il y a dans le processus du cyberharcèlement, du harcèlement tout court, puisqu'on a dit que c'était plus ou moins la même chose. Et pour ce faire, on va regarder une courte vidéo. Si je vais harceler quelqu'un, c'est toujours assez délicat d'aller vers cette personne, puis de la regarder dans les yeux, puis commencer à l'insulter. Ça demande du courage. Alors que, avec les réseaux sociaux, je peux être dans mon lit, coucher, et puis envoyer des trucs assez laids sur cette personne. Donc malheureusement, ça facilite on va dire le quotidien des harceleurs, mais là, à l'inverse, ça facilite aussi les possibilités de défense de la personne visée, de la victime, puisque comme on l'a vu tout à l'heure, toutes les traces qu'on laisse quand on va harceler sur les réseaux, n'importe quoi, même si c'est Snapchat, même si c'est WhatsApp et après j'efface mon message, c'est les traces qui restent. Vous voyez, ils ont tous des espèces d'empreintes digitales, numériques. Donc après, on peut toujours retrouver les traces de ce qui a été fait. Et dans certains cas, des cas plus graves, ça peut avoir des répercussions juridiques. Petite parenthèse du côté de la loi suisse. La loi suisse n'a pas fait des articles de loi spécifiques ou spécialement prévus pour ces cas-là. On réutilise des articles de loi qui existent déjà. Et typiquement, si un jour, ce que je ne vous souhaite pas, vous harcelez quelqu'un, et si cette personne porte plainte, vous pouvez être amené à répondre de ces différentes accusations. Donc ici, on parle notamment de diffamation, calomnie. Quand vous répondez des choses qui sont fausses sur quelqu'un, vous pouvez risquer jusqu'à 180 jours d'amende. Alors ça ne parle peut-être pas beaucoup, mais c'est 6 mois de salaire. Demandez à vos parents ce que c'est que 6 mois de salaire. Ça fait quand même un peu mal. Injure, voilà, je t'insulte, t'es qu'un sale, voilà. Ça peut jusqu'à de longs jours. Menace, je vais te péter la gueule, mec. Là, c'est jusqu'à 3 ans de prison. Et puis, contrainte, tu fais mes devoirs, sinon je te pète la gueule. Ici aussi, je peux aller jusqu'à 3 ans. C'est des exemples. Alors, la justice ne va pas forcément jusque-là, ça peut aller jusqu'à là, mais c'est pour montrer aussi à quel point la justice prend ces choses très au sérieux, parce que comme on l'a vu avec Thierry, les conséquences peuvent être très graves. On a parlé de la victime, on a parlé des harceleurs avec tout ça juste maintenant.
Toujours est-il que vous et moi, on est tous des témoins au quotidien, parce qu'on est dans un groupe WhatsApp où il y a quelqu'un qui se fait vraiment détruire verbalement à différents niveaux, on y assiste. Et puis, mine de rien, quand on dit rien, on est aussi un peu complice, parce qu'on participe passivement à tout ça. Donc je pense qu'on a aussi tous un rôle à jouer. On a aussi un certain rôle à jouer, par exemple à l'école, parce qu'à l'école, vous pouvez très bien remarquer que tout à coup, vous avez un camarade ou une camarade qui a un certain nombre un changement assez brusque au niveau du comportement. Ça peut avoir un problème de sommeil, dépression, anxiété, des notes qui chutent soudainement, une estime de soi qui baisse. Alors, ça ne veut pas forcément dire, ça peut être les symptômes de plein de choses différentes. Ça ne veut pas forcément dire que c'est des problèmes de cyberharcèlement, mais ça peut être des espèces des signaux qui peuvent vous alerter. Sans qu'on soit conscient, sans qu'on soit volontaire, en fait, on lance un truc qui est difficile à arrêter. Donc vraiment, vous êtes responsable dans une certaine mesure des choses que vous partagez, et puis des fois, ça peut être problématique. Petit exemple qui est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, que je vous laisse lire. C'était un élève, un jeune voix, qui a vu des vidéos à contenu pornographique, pédopornographique, sur Snapchat, qui les a partagées pour dire c'est dégueulasse, et il a été tenu pour responsable du contenu qu'il avait partagé, même si le contenu ne venait pas de lui. Il a eu des problèmes avec l'FBI, l'autorité américaine, et avec la justice suisse. Alors heureusement à la fin, il a réussi à s'en sortir, mais ça montre aussi à quel point vous êtes tenu pour responsable de tous les contenus que vous partagez. Si un jour ça devait vous arriver, ce que clairement je ne vous souhaite pas forcément un truc avec Snapchat et la pédopornographie, quoique, plus par rapport au cyberharcèlement. Si un jour vous deviez être cyberharcelé, il y a des solutions. Et la première solution, c'est d'en parler à une personne tierce. Vous savez que dans l'école, vous êtes entouré de professionnels, des gens qui sont habilités, qui ont été formés pour traiter ces cas-là. Et on sait aussi qu'on a tendance à dire je vais garder pour moi, les choses vont s'améliorer, je vais résoudre le problème. Dans une grande majorité des cas, le problème se résout le plus rapidement quand on passe par entière. Ça peut être doyen, ça peut être personne du PAT, personne administrative et technique, ou une enseignante, infirmier, assistants sociaux, vous êtes entouré de gens qui sont habilités. Et puis au-delà de ça, c'est pas toujours facile d'aller parler à des gens qu'on connaît, qu'on doit confronter. Il y a aussi des numéros, je vais remettre ça à la fin de la présentation, que vous pouvez appeler, des numéros d'aide, et qui sont là pour vous écouter et vous aiguiller. Voilà, on va maintenant faire le retour sur le questionnaire. Il a été donc dépouillé, et on va regarder ensemble, ça va se passer sur l'écran qui se trouve juste ici. On va regarder ensemble les résultats. Alors, on va regarder, je vais les commenter pour vous, parce que c'est un petit, donc c'est des camemberts. Donc la première question, as-tu toi-même été victime de cyberharcèlement? On a donc 179 réponses, donc c'est vous et la volée qui était aussi avant ce matin à 8h, juste avant vous. Donc ça fait plus d'élèves que nous avons ici. Donc il y a quand même 12 personnes qui ont répondu oui, j'ai été victime, nous avons été victimes de cyberharcèlement. Ou exactement, majoritairement sur Instagram, bien ensuite Snapchat, et ensuite groupe de messagerie du style WhatsApp. Quelle a été la réaction? Alors il y a 41% en orange ici, donc 41%, ça représente 5 personnes qui ont répondu, qui ont dit oui, je n'ai rien dit, car je voulais régler le problème tout seul, toute seule. En vert, il y a 33% des gens qui ont été victimes de cyberharcèlement qui disent « Je me suis arrangé avec les responsables du harcèlement et tout a été réglé ». En bleu, nous avons « J'en ai parlé à des adultes, c'est bien, c'est ce qu'il faut faire ». Et puis, le petit rouge, je n'ai rien dit, car j'avais peur. Donc, une personne n'a rien fait, elle n'a rien dit à personne. Dernière question, parmi tes amis ou tes proches, connais-tu quelqu'un qui a été victime de cyberharcèlement? Eh bien, il y a en bleu quand même 71 personnes qui ont eu connaissance, ont connu des gens qui ont été victimes de cyberharcèlement. Et puis, la dernière, pardon. L'autre dernière. Les deux dernières, exactement. As-tu participé au cyberharcèlement avec quelqu'un? Eh bien, il y a quand même des personnes qui ont été très franches, très honnêtes, qui ont dit oui, j'ai participé. Il y a 9 personnes qui ont participé de près comme de loin à un cyberharcèlement. Merci beaucoup pour votre honnêteté.
On va encore parler de cybersécurité et tout à l'heure on avait vu, on avait parlé des mots de passe avec Eric et on avait vu que le fameux John the Ripper, le frère de Jack, lui utilisait la force brute. Eh bien, si on parle d'une autre technique qui est la divination. Divination, être devin, deviner en fonction des informations qu'on a à disposition. Par exemple, Daniel ou Anaïs qui est là, eh bien vous êtes né, je ne sais pas, au mois de mai, donc votre mot de passe pourrait être Anaïs 05, hein, puisque le mois de mai c'est le 5e mois de l'année. Donc ça pourrait être tout à fait un mot de passe probable. Qui n'a jamais utilisé une date de naissance ou une date d'anniversaire pour un mot de passe? Vous peut-être, mais plein de gens ici l'ont déjà utilisé au moins une fois, donc ça c'est ce qu'il ne faut pas faire. Alors les mots de passe, forcément il faut avoir des mots de passe qui sont forts, et une des idées, ça serait d'avoir un gestionnaire de mots de passe, comme on nous propose souvent dans notre téléphone portable, des fois c'est même là de manière native, hein, dans notre téléphone, sans ajouter une application, et puis on peut accéder à une espèce de trousseau comme ça de mots de passe, et puis vraiment avoir un mot de passe différent pour chaque service qu'on utilise. Service, donc c'est l'email, réseau social, etc. Alors, imaginez-vous un monde où vous n'aurez qu'une clé, un passe-partout, et puis cette clé ouvre absolument tout, hein, votre casier à l'école, votre vélo, votre scooter, votre moto, votre voiture que vous aurez quand vous serez adulte, majeur, et puis potentiellement aussi la clé de chez votre grand-mère, hein, et puis la clé de chez vous. Vous perdez cette clé, ben, vous donnez accès à tout ça. Ben, c'est la même chose avec le passeport, c'est la même chose. Donc dites-vous juste, vous n'avez pas qu'une clé, donc vous n'avez pas qu'un mot de passe. Donc, cette fameuse phrase d'un grand classique des dessins animés, vous aurez reconnu, la Reine des Neiges, il y a des connaisseurs là-bas. Il y a des fans. Des fans. Donc la Reine des Neiges, évidemment que la Reine des Neiges, c'est le refrain le plus connu, libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Le mot de passe qui découle de ce refrain, de cette phrase, c'est bien le L7 avec le L pour de libérer et 7 pour le nombre de lettres qu'il y a dans libérer, et ainsi de suite. D8, J2, N2, N8, P4, J6. Alors le mot de passe, c'est ces chiffres et ces lettres, et puis le truc mémotechnique pour vous rappeler de votre mot de passe, c'est la phrase. Hein? D'accord? Alors, si vous avez tous la même chanson, tous votre artiste préféré, la même chanson, bah, vous aurez fait le mot de passe. Donc il faut, voilà, c'est aussi attention avec ce genre de choses. Voilà, mais peut-être pour terminer cette histoire de mot de passe, on vient de voir ici notamment qu'il y a notre ami Dieg2Z qui vient de se faire hacker son mot de passe Lou. Ce que je vous propose par rapport à cette... j'interromps le processus. Normalement, comme je crois comme l'a dit Thierry, en fait, c'est ce qui se passe, c'est que dans le monde du hack, on laisse tourner l'ordinateur nuit et jour pendant une semaine. Là, j'ai laissé tourner pendant 1 heure. On le laisse tourner pendant 1 semaine, et au terme de cette semaine, si on n'a toujours pas réussi à craquer ces mots de passe, on part du principe qu'ils sont impossibles, voire très très difficiles à craquer. Donc voilà, je pense que si j'avais eu le temps d'un petit peu plus, j'aurais pu faire plus. Sur les 16 mots de passe que j'ai rentrés au début, il y en a 9 qui ont été craqués, donc 7 qui restent. Et puis, on voit ici les mots de passe. Donc là, c'est dans les derniers, Dieg2Z, avec le mot de passe Lou. Ce qu'on remarque, c'est que c'est extrêmement facile. Déjà, le premier truc à éviter, c'est d'avoir le même identifiant que le mot de passe. C'est le premier truc à éviter. Ou d'avoir un mot de passe, on regarde ici, par exemple, ou un mot de passe, je ne sais pas si... qui est très similaire, par exemple Lee avec 0,5 ou quelque chose qui est vraiment très similaire. Tous les mots du dictionnaire dans les différentes langues sont évités, comme Queen, comme Lou, c'est super facile à trouver parce qu'il va chercher le dictionnaire. Ensuite, des chiffres, des suites de chiffres comme 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, des chiffres tout simples, c'est aussi extrêmement facile, non, c'est pas. Ou des suites de lettres sur les claviers, en l'occurrence sont à côté les unes des autres, c'est facile, ainsi que tous les noms, Marie, Naomi. Donc ça c'est vraiment les trucs à éviter, il faut essayer de faire des choses plus complexes. Et puis après, si moi j'avais pris plus de temps, j'aurais pu aussi aller rentrer dans mon dictionnaire, j'aurais pu apprendre par exemple sur vous, j'aurais pu regarder un peu des informations que je trouvais sur vous, où vous habitez, etc.
et puis rentrer dans mon dictionnaire des informations sur votre code postal, sur où vous habitez, sur quand vous êtes né, etc. Et mélanger les deux méthodes de devination et puis de force brute. Et là, il y a quand même pas mal de chances qu'on soit arrivé à craquer votre mot de passe. Voilà, juste avant il nous reste encore 7 minutes, montre en main. Est-ce que jusque-là, vous avez un peu des questions, des réactions, des trucs qui vous chatouillent l'esprit? Ouais. Essayez de parler assez fort, comme ça on vous entend. Du coup, par exemple, pour un mot de passe, chez nous, on a une notification. Déjà, c'est déjà plus sûr. En plus, à un moment, il y a des mots de passe qui sont. Il ne faut pas donner un sens qui est concret. Pour être un mot de passe, c'est modifié dans un sens. Il y a toujours plus de probabilités. Exactement. Exactement. Alors par exemple, pour une autre, voilà, Thierry vous a parlé de cette histoire de délivrer, libérer dans ce sens-là. Vous pouvez par exemple écrire aussi une phrase, j'aime la tarte au clavier. Ça ne veut rien dire, ça n'existe pas la tarte au clavier. Vous pouvez écrire j'aime la tarte au clavier, c'est facile à s'en souvenir. C'est une série de mots qui habituellement ne sont pas trop ensemble. Donc voilà, ou bien voilà, des choses qui n'ont pas de sens, mais qui pour vous ont sens. C'est une façon de faire, ou alors utiliser justement les gestionnaires de mots de passe, comme Thierry en parlait tout à l'heure. D'autres questions, d'autres réactions? Autrement, on passe à la suite, ouais. Pour hacker, alors, je remets ça dans le contexte. Hein. C'est comme Thierry l'a dit, ça s'appelle John the Ripper, mais c'est pas un truc facile. Déjà, non, c'est pas un truc facile, et puis là, on l'utilise vraiment dans une perspective pédagogique pour montrer la faiblesse des mots de passe. Voilà. Mais après, c'est compliqué parce que c'est pas comme un programme qu'on démarre et puis qu'on appuie lancer le hack. C'est vraiment tout en ligne de commande. C'est un peu plus compliqué que ça. Mais ça s'appelle John the Ripper. Et c'est souvent utilisé par des gens pour vérifier la fiabilité, la stabilité de mots de passe, entre autres. Ouais. Un mot de passe robuste, c'est plus facile de dire ce que c'est pas. Des mots du dictionnaire, trop proches de votre identifiant personnel. Les espaces aussi. On peut mettre des espaces. Voilà. Pour faire un truc plus complexe, on peut mettre des phrases avec des espaces, mais idéalement des choses qui n'ont pas trop de sens. Ou alors voilà, des suites de chiffres, de lettres et de symboles. D'autres, ça peut être pour les mots de passe, hein, pour d'autres choses dont on a parlé jusque-là. Je vous propose, on va sauter un tout petit peu tout ça, on va y revenir peut-être après. En fait, là où c'est assez difficile ou délicat, c'est que même si vous faites un sans faute, dans tout ce que vous utilisez, vous avez des mots de passe super forts, etc., vous utilisez des applications qui sont robustes, il se peut, et c'est souvent le cas, que dans les outils qu'on utilise, il y ait des failles de sécurité. Parce qu'il y a des trucs qui ne sont pas prévus. Donc même si vous faites un sans faute, vous pouvez quand même avoir vos informations personnelles qui sont dévoilées au grand jour, vos espaces qui sont violés. Thierry vous parlait tout à l'heure de la stratégie de la grand-mère. Moi j'aimerais vous parler de la stratégie de la piscine. J'aime beaucoup aller à la piscine, j'y vais souvent quand je peux. Et quand j'y vais, je suis toujours confronté à la même question, même problème. Vous savez, les casiers à la piscine ne sont pas hyper fiables et on peut facilement les forcer et puis piquer les trucs. Puis en même temps, je me dis, ouais, mais j'ai pas envie de me priver de la piscine pour ça. En même temps, j'ai pas envie de me faire valer mes affaires. Donc qu'est-ce que je fais? Deux choses. Je prends un cadenas aussi solide et aussi gros que possible. Et le deuxième, je vais prendre toutes mes valeurs avec moi. Il y a des trucs que je vais laisser à la maison. Et pour Internet, je pense que c'est deux conseils qui sont assez valables. Avoir des mots de passe et des processus de sécurité aussi robustes que possible. Et le deuxième, c'est pas tout mettre en ligne. Parce qu'à partir du moment où vous mettez en ligne quelque chose, il y a toujours la possibilité que ce truc soit violé et qu'il vous échappe complètement. Dernier petit exercice que nous vous proposons de faire ici, dernier QR à flasher. Ça va vous amener sur une page internet, ce qui est tout à fait sûr, qui vous invite à saisir une adresse email. Vous invite à saisir une adresse privée, personnelle, vous pouvez mettre celle de l'école aussi si vous voulez, mais je pense que ça marche bien avec votre si vous avez une adresse perso. Qu'est-ce que ça fait? Ça vous dit si cette adresse email est associée à des plateformes, ça peut être Instagram, ça peut être n'importe quoi, qui ont été hackées et pour qui vos données auraient potentiellement pu être subtilisées et transmises à des tiers, notamment via le dark web. Donc, essayez de faire ça, rentrez votre adresse. Si par le plus grand des hasards, vous deviez voir que vous êtes connecté à un service qui a été hacké,
faut pas paniquer pour autant. Ce que je vous invite vivement à faire, c'est de retourner sur ce service, par exemple Instagram, et changer votre mot de passe. Mettre un autre mot de passe. C'est pas vous qui êtes personnellement qui a été hacké, mais c'est le service en question qui a été hacké et dans lequel vous êtes inscrit avec cet identifiant-là. Et donc vos données pourraient être sur ces services. Voilà. Avec Thierry, encore juste quelques secondes, après on vous laisse filer. On a fait un survol assez rapide de ces différents champs. Alors on aurait pu passer beaucoup plus de temps. Toujours est-il, ça vous donne un aperçu général. Si vous n'êtes pas trop tiraillé par l'appétit et vous avez encore des questions, on est là pour y répondre. N'hésitez pas à venir vers nous s'il y a des choses que voilà, vous souhaitez qu'on développe ou qu'on aborde. On le fera avec plaisir. Si ce n'est pas le cas, vous retrouvez dans tous les cas ici les liens pour les numéros de téléphone dont je parlais tout à l'heure. Et puis nous vous souhaitons à tous d'excellentes vacances, une très belle journée et merci pour votre attention.